Bonsoir, bienvenue sur Euronews et ravi de vous retrouver pour ce nouveau quart d'heure d'information. Tout de suite, on regarde les titres en images de ce mercredi 22 mai. Le Royaume-Uni toujours en pleine impasse sur le Brexit. À la veille des élections européennes, Theresa May tente de sauver son plan de la dernière chance et joue la carte du second référendum. C'est donc le Royaume-Uni et les Pays-Bas qui ouvrent demain le bal des européennes. Comment les Britanniques appréhendent-ils ce scrutin et comment leurs députés pourront-ils peser dans le prochain Parlement? Décryptage dans ce journal avec notre invité Eric Maurice de la Fondation Robert Schuman. L'inquiétude pour des milliers de salariés de British Steel. Le sidérurgiste britannique est en liquidation une semaine après sa reprise du français Ascoval. Et puis c'est un candidat sérieux à la Palme d'Or. Le Sud-Coréen Bong Joon-ho revient à Cannes avec Parasite, à mi-chemin entre le drame familial et la comédie noire. L'Europe a les yeux fixés sur les dernières passes d'armes au Royaume-Uni, premier pays avec les Pays-Bas à lancer demain le vote des européennes. C'est dans ce contexte que Theresa May tente une nouvelle fois de mettre en œuvre le Brexit. Annelise Fantino. Au Royaume-Uni, Theresa May a présenté son nouveau projet d'accord sur le Brexit à la Chambre des communes ce mercredi. La chef du gouvernement britannique, dont les jours à la tête du pays sont comptés, propose cette fois un texte qui inclut la possibilité d'un second référendum. Si vous le refusez, nous allons droit vers les divisions et l'impasse. Nous risquons une sortie sans accord, ce à quoi s'oppose clairement cette Assemblée. Nous risquons de mettre un terme au Brexit, ce que le peuple britannique ne tolérerait tout simplement pas. Nous risquons de créer d'autres divisions à un moment où nous devons agir ensemble, dans l'intérêt national. La chef du gouvernement britannique a tenté de faire des concessions avec les unionistes nord-irlandais et avec les travaillistes, dont le leader ne semble pas convaincu. Aucun député travailliste ne peut voter pour un accord basé sur la promesse d'une première ministre à qui il ne reste plus qu'une poignée de jours à occuper ses fonctions. Même si elle pouvait tenir ses promesses, cet accord ne représente pas un véritable compromis. Son plan, en 10 points, est truffé de contradictions, de vœux pieux. Le Parlement britannique doit se prononcer sur cet accord début juin, alors que le Royaume-Uni aurait déjà dû quitter l'Union européenne il y a près de 2 mois. Les Britanniques et les Néerlandais sont donc les premiers à voter demain pour les élections européennes. Un vote, on l'imagine bien, sous l'influence du Brexit au Royaume-Uni. Pour en parler, nous recevons Eric Maurice. Bonsoir. Vous êtes responsable de la Fondation Robert Schuman à Bruxelles. Alors, première question, la Grande-Bretagne n'était pas censée participer à ce vote. Alors, comment les Britanniques appréhendent-ils ce scrutin ? Oui, c'est la grande ironie de ces élections européennes, que ce soit les Britanniques qui ouvrent le bal, et eux-mêmes n'étaient pas vraiment préparés. Et on le voit dans la façon dont la campagne se déroule. Les forces anti-Brexit ont du mal à se mobiliser, ou en tout cas à vraiment faire campagne. Le seul qui était prêt, paradoxalement, c'était Nigel Farage et son Brexit Party, qui fait la course en tête et qui pourra avoir jusqu'à 25 députés. Ce qui est important de comprendre, c'est que les travaillistes, l'opposition et le Parti conservateur au pouvoir sont très divisés sur la question du Brexit et donc ne peuvent se positionner ni ouvertement comme une force pro-Brexit pour le Parti travailliste, ni ouvertement comme une force d'alternative pour les conservateurs, puisque la Première ministre essaie encore de faire ratifier l'accord de retrait. Donc, cela laisse les libéraux-démocrates et un nouveau parti, Change UK, qui est contre le Brexit, et les Verts, d'une certaine manière, à essayer de porter la campagne contre le Brexit, mais ces partis politiques-là n'étaient pas assez organisés en général, et surtout avant cette échéance, pour vraiment peser sur la campagne. Alors justement, comment vont pouvoir peser les députés britanniques au Parlement, notamment dans la nomination du président de la Commission, du président du Parlement? Alors, la participation britannique aux élections européennes fait 2 grands heureux au Parlement européen. Le premier, c'est le groupe socialiste et démocrate qui va perdre beaucoup de députés. Ces députés français, italiens, allemands notamment, vont revenir en nombre beaucoup moins important qu'en 2014. Et donc l'apport du Labour, si
le Labour fait un bon résultat, sera bienvenu par rapport à ce qui était prévu en cas de Brexit. Et l'autre heureux de ce vote, c'est évidemment Nigel Farage qui va revenir et qui va essayer encore de porter cette voix europhobe, nationaliste au sein du Parlement européen. Alors justement, sur le plan intérieur, quel impact peut avoir ces européennes sur la suite du processus du Brexit? On sait déjà que le sort de Theresa May est scellé, mais le reste du paysage britannique, est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce qui pourrait se passer? À court terme, l'attention est centrée sur cette possibilité ou non de revoter sur l'accord de retrait de l'Union européenne. À plus long terme, les conservateurs, notamment de Theresa May, vont se rendre compte que leur ligne sur le Brexit ne passe pas du tout auprès de leur électorat. Ils pourraient avoir seulement 6 ou 7 députés. C'est une vraie catastrophe pour eux. Et là, entre la difficulté de Theresa May à faire ratifier l'accord et le mauvais résultat aux élections européennes, on peut s'attendre, enfin, tout le monde sait, tout le monde voit que les jours de Theresa May à Downing Street sont comptés. Et là, il va falloir voir quelles conséquences il tire de ce résultat, de ce double échec. Résultat aux élections, échec à faire ratifier l'accord de retrait. Et donc, prochainement, dans les semaines qui viennent, probablement, nous aurons un nouveau Premier ministre britannique. Et là, il faudra voir quelle ligne ce Premier ministre ou cette Première ministre tient sur le Brexit vis-à-vis des Européens. Éric Maurice, merci. Je rappelle que vous êtes responsable de la Fondation Robert Schuman à Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous sur Euronews. Merci à vous. Ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu. Le sidérurgiste britannique Steel, deuxième producteur d'acier au Royaume-Uni, est en liquidation. La France assure que cela ne remet pas en cause la reprise d'Ascoval. Les explications de Raphaël Vivant. Le sidérurgiste British Steel a officiellement déposé le bilan ce mercredi. L'entreprise avait demandé un prêt de 34 millions d'euros au gouvernement britannique pour éviter la faillite, mais les discussions ont échoué. Deuxième producteur d'acier au Royaume-Uni, British Steel emploie près de 5000 personnes sur le sol britannique et près de 20 000 emplois indirects sont également en jeu. Le 15 mai dernier, British Steel avait repris l'acierie Ascoval de Saint-Saulve dans le nord de la France. Mais selon le ministère français des Finances, l'usine n'est pas concernée par la procédure de liquidation car elle est détenue par une autre société du groupe britannique. Quand l'Union européenne fait toujours rêver, c'est le cas de la République de Macédoine du Nord. Après plus de 20 ans de querelle avec son voisin grec sur son nom, un accord a été trouvé. Et pour le petit État des Balkans, l'idée européenne est gage de transformation et de stabilité. Maxime Bios-Duplan. La Macédoine du Nord ne participera pas aux élections européennes, mais elle en rêve. Une simulation des travaux du Conseil européen a été organisée à l'université Mère Teresa de Skopje. Les étudiants, qui représentent les États membres, ont demandé au ministre de l'intégration européenne de présenter les raisons pour lesquelles la Macédoine du Nord devrait se rapprocher de l'Union. L'idée européenne dans les Balkans, répond-il, est le seul moteur, le seul pouvoir de transformation, le seul ciment des sociétés. Vous enlevez cela, vous créez une tourmente, et je dirais une situation très imprévisible pour la région. Et cela serait une perte pour l'Europe elle-même. Et même s'ils ne voteront pas, les étudiants qui ont organisé cette simulation à l'université suivront avec un vif intérêt les élections européennes. Nous attendons les résultats des élections et espérons que les progressistes européens les remporteront, car la foi de notre État dans les négociations avec l'Union européenne en dépend. Les élections européennes sont importantes pour nous en tant que pays, mais aussi en tant que jeunes, car de ces élections va dépendre notre futur. Étant donné que le pays était dans l'impasse, dans l'attente de telles négociations depuis environ une décennie, ces élections sont pour nous le moment crucial. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Parce que compte tenu de l'immense avancée que le pays a faite l'année dernière, il faut capitaliser sur la voie de l'élargissement de l'Union européenne en commençant par les négociations d'adhésion. Vous l'avez compris, même s'il ne vote pas, le pays suivra de près le résultat de ces élections, car il déterminera en grande partie la dynamique avec laquelle la Macédoine du Nord réalisera ses aspirations européennes.
in Skopje for Euronews, Borian Jovanovski. Direction à présent la Libye où les combats se poursuivent pour le contrôle de la capitale. Comment les habitants de Tripoli vivent-ils cette guerre sans fin? C'est un reportage d'Annelise Borges. Alors que la bataille pour Tripoli se poursuit et que les troupes fidèles au maréchal Haftar se déploient à quelques kilomètres d'ici, les quartiers résidentiels de la capitale libyenne sont toujours régulièrement pris pour cible. Nous nous trouvons sur le lieu même d'une de ces attaques, dans le quartier de Hae Intisar. Le 17 avril dernier, un tir de mortier s'est abattu à cet endroit, tuant 7 personnes. Les résidents expliquent qu'aucune structure militaire n'est installée dans leur quartier et qu'une école se trouve juste au coin de la rue. Ils dénoncent le mépris honteux dont les habitants de Tripoli sont victimes. Riyad El-Ami reste hanté par ce moment. Le 17 avril, il découvre sa mère, Zénib, étendue sur le sol, le corps couvert d'éclats d'obus. Quand j'ai vu tout le sang partout, j'ai perdu la tête. Aujourd'hui, j'ai un sentiment étrange. Quand votre mère meurt dans vos bras, vous perdez la tête. J'étais choqué, je n'arrivais plus à respirer. Cette nuit-là, 2 tirs de mortier ont dévasté le quartier. Les voisins de Riyad nous emmènent sur le second lieu touché, où une personne a perdu la vie. Depuis, tous les habitants sont tourmentés par la même question. Pourquoi eux ? Vous voyez des installations militaires ici? Il n'y a que des grands-mères, des grands-pères, des enfants pleins de vie. Regardez! Nous demandons aux institutions internationales chargées des crimes de guerre d'ouvrir une enquête. Pour le moment, difficile de déterminer clairement qui est à l'origine de l'attaque. Mais les offensives délibérées contre des civils et des quartiers résidentiels constituent des crimes de guerre et Amnesty International a d'ores et déjà réclamé une enquête. 6 semaines après le début de l'offensive lancée par Khalifa Haftar pour prendre le contrôle de Tripoli, plus de 400 personnes ont été tuées et plus de 60 000 ont dû fuir leur domicile. Aux États-Unis, avorter est un droit depuis 1973, mais son accès est en danger dans plusieurs États conservateurs. Alors devant la Cour suprême, ils étaient des centaines à manifester pour préserver ce droit. Voyez ce sujet de Sandrine Delorme. Ces Américains sont là pour défendre le droit à l'avortement. À Washington, devant la Cour suprême des États-Unis, celle-là même qui a légalisé l'IVG il y a 46 ans, sénateurs et citoyens ont envoyé ce message. Ceux qui ont l'intention d'abroger l'IVG et de priver une femme du droit de choisir pensent qu'ils peuvent gagner maintenant? Peuvent-ils gagner? Allons-nous les battre? Je trouve qu'il est très injuste qu'un étranger me dise si je dois avoir ou non un enfant, si je devrais avoir cet enfant ou non. Je ne saurai jamais ce que c'est d'être une femme, ou le combat que ça représente aujourd'hui. Mais elles sont attaquées et leurs droits sont attaqués. Alors je pense que c'est le bon moment pour prendre la parole. À New York et à Atlanta aussi, plusieurs centaines d'Américains ont manifesté pour dénoncer les lois d'une quinzaine d'États qui interdisent ou limitent drastiquement l'interruption volontaire de grossesse. La plupart appartiennent à la Bible Belt, des États du Sud religieux et conservateurs. En Alabama, par exemple, depuis la semaine dernière, une loi assimile l'avortement à un homicide, même en cas de viol ou d'inceste, et prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 99 ans de prison pour les médecins. On termine ce journal par un détour sur la Croisette avec la présentation de Parasite. Le film du coréen Bong Joon-ho est en compétition officielle pour la Palme d'Or. Commentaire Annelise Fantino. Pour son 7e long métrage, Bong Joon-ho mêle avec virtuosité drame familial et comédie noire. Le cinéaste coréen a présenté à Cannes Parasite, qui fait partie des films en lice pour la Palme d'Or.
2 ans après avoir divisé la croisette avec Okja, produit par Netflix, l'auteur dissèque ici la vie de 2 foyers, d'un bout à l'autre de l'échelle sociale. Une lutte des classes à huis clos qui démarre par l'embauche d'un fils chez un couple aisé. Première étape d'une infiltration qui tend un miroir sans concession à une société à 2 vitesses. Les spectateurs français pourront découvrir en salle Parasite dès le 5 juin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Euronews. Excellente soirée à tous.